Je vous demande d'arrêter immédiatement ce que vous faites. Vraiment. Arrêtez tout. Fermez ce que vous regardiez. Car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas du divertissement. Ce n'est pas un contenu à regarder en faisant autre chose. C'est l'histoire d'une enfant dont la vie entière a été volée par un concept qu'elle ne comprenait même pas au début. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un fardeau trop lourd depuis trop longtemps? Je ne parle pas de poids physique, mais d'une situation, d'une responsabilité, d'un problème qui n'était pas le vôtre, mais qui s'est retrouvé sur vos épaules et y est resté. La plupart des gens savent ce que c'est. La plupart des gens en ont fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Imaginez maintenant porter ce fardeau pendant 6 ans, sans comprendre ce qui se passe, sans l'avoir choisi, sans avoir rien fait pour le justifier. Simplement parce que vous êtes né d'un homme endetté, et que cet homme a eu le malheur de mourir avant d'avoir pu rembourser sa dette. Imaginez porter ce fardeau pendant 9 ans. Seul, sans nulle part où aller. Sans savoir si la personne que vous aimez le plus au monde est encore en vie. Voilà de quoi parle cette histoire. Et elle vous marquera. Je tiens à ce que vous le sachiez avant de commencer. Elle vous marquera parce qu'elle est réelle. Parce que c'est le genre de chose qui se produit en silence, loin de tout, dans des lieux que le monde oublie, avec des enfants dont le monde ignore même l'existence. Un garçon, 12 ans, au milieu d'un champ de terre aride sous un soleil impitoyable. Il porte un sac sur le dos. Trop grand pour son corps. Trop lourd pour un enfant. Un poids qu'un adulte porterait avec difficulté et qui, chez ce garçon, fait trembler ses épaules et fléchir légèrement ses genoux à chaque pas. Il marche. Il continue de marcher. Avec le souffle court et forcé de quelqu'un à bout de force qui sait qu'il ne peut plus s'arrêter. Et puis son corps décide de ce que sa volonté ne peut plus supporter. Il tombe. Le sac tombe avec lui. La poussière se soulève autour de lui comme un petit nuage sec. Et il reste là, la joue contre la terre brûlante, les yeux fermés, le souffle court. Personne ne s'approche de lui. Personne ne s'arrête. Personne ne lui tend la main. Les hommes alentours continuent de travailler comme si cet enfant à terre n'était qu'un détail du paysage, si banal qu'il ne mérite même pas un regard. Il reste là quelques secondes qui lui ont paru une éternité. Puis, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne l'aide, sans même le regarder, il se relève tout seul. Il ramasse son sac. Il le remet sur son dos. Et il continue. Parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que ce garçon ne travaillait pas de son plein gré. Il était là parce que, lorsqu'il avait 6 ans, quelqu'un avait décidé que sa vie valait moins qu'une dette. Une dette qui n'était pas la sienne. Qui n'avait jamais existé. Qu'il n'avait jamais contracté. Qu'il ignorait même de quoi il s'agissait au début. Avant de vous raconter la fin de cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant. Nous essayons d'atteindre 1000 abonnés, et vous pouvez y contribuer aujourd'hui. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'histoire que vous allez entendre est l'une des plus poignantes et des plus humaines que j'ai jamais partagées ici, et je ne veux pas que vous en ratiez un seul détail. Abonnez-vous maintenant. Vous pourrez continuer l'écoute plus tard. Dans un petit village oublié de l'intérieur de l'Afrique, où la terre était aride et le vent charriait plus de poussière que d'espoir, où les maisons étaient debout et les enfants jouaient pieds nus dans les rues poussiéreuses, où le jour était rythmé par la nature car les horloges semblaient venues d'un autre monde, vivait une famille simple. Leur père s'appelait Atto. C'était un homme qui n'avait pas besoin de louanges pour accomplir sa tâche. Il se levait avant le soleil car il y avait toujours quelque chose à faire avant les fortes chaleurs. Il se couchait après tout le monde car il restait toujours quelque chose à terminer. Il ne se plaignait pas. Il ne recherchait pas la reconnaissance. Il travaillait avec la constance tranquille de quelqu'un qui comprenait que la vie est ainsi faite et qui l'acceptait. Il n'était pas riche. Il ne l'avait jamais été. Tout le village savait qu'il ne le serait jamais. Mais il avait de quoi faire vivre sa famille, nourrir ses enfants chaque jour, regarder ses enfants sans honte et dormir la conscience tranquille. C'était le monde d'avant. Le monde d'avant est toujours plus simple et plus précieux que nous ne le réalisons lorsque nous y sommes encore. La mère s'appelait Abena.
C'était une femme à la forte présence, de celle qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Elle prenait soin de ses 3 enfants avec une attention ni excessive ni froide, une attention juste, celle qui rassure un enfant sans qu'il sache pourquoi. L'aîné avait 6 ans. Il était curieux, comme le sont les enfants de 6 ans avant que le monde ne leur apprenne que poser trop de questions est agaçant. Il posait des questions sur tout. Sur le ciel. Sur les animaux. Sur la couleur de la terre. Sur le murmure de la rivière. Atto répondait à ce qu'il savait et inventait ce qu'il ignorait, car il savait que l'invention d'un père était aussi une forme de vérité. Le garçon riait de ses réponses inventées, du rire de celui qui n'a pas encore appris à distinguer le sérieux du futile, qui vit encore tout avec la même intensité généreuse. Ce garçon s'appelait Nana. Il avait 6 ans lorsque le monde qu'il connaissait a commencé à disparaître. Un après-midi comme les autres, sans prévenir, Atto tomba malade. Ce ne fut pas une maladie progressive comme on l'imagine. Ce fut brutal. D'une brutalité telle qu'on n'a pas le temps de se préparer. En moins de 2 semaines, il était mort. Simplement. Avec cette cruauté particulière de la mort qui survient sans prévenir, sans laisser le temps à rien, ni aux adieux, ni aux comptes à régler, ni aux mots qui n'avaient pas encore été prononcés. Abena se retrouva seule avec 3 jeunes enfants, la maison debout, presque sans le sou, sans loyer garanti et une dette. Cette dette qu'Atto avait contractée des mois auparavant auprès de l'homme le plus redouté de la région, lorsqu'il avait besoin d'argent pour payer un traitement qui finalement s'avéra inutile. Un détail cruel dans une histoire déjà bien trop cruelle. Cet homme s'appelait Mensa. Et Mensa n'était pas du genre à attendre. Il n'était pas du genre à éprouver de la compassion pour une veuve avec 3 jeunes enfants. Il n'était pas du genre à négocier. Il était du genre à percevoir. Et il percevait avec la tranquillité de celui qui sait qu'il a suffisamment de pouvoir pour ne même pas avoir besoin d'élever la voix. Le jour des funérailles d'Atto, alors que la terre recouvrait encore le cercueil et qu'Abena, agenouillé, les genoux couverts de terre et le visage inondé de larmes, se tenait près du groupe, Mensa apparut. Élégant. Son expression n'exprimait ni tristesse ni colère. Elle était sérieuse. L'expression de quelqu'un venu avec un but précis et qui ne repartirait pas sans l'avoir atteint. Il attendit le moment où le silence serait le plus pesant, ce silence si particulier qui règne aux funérailles, lorsque chacun est replié sur soi, la conscience de la mort encore trop vive. Puis, d'une voix forte et claire, sans hésitation, sans baisser le ton par respect pour quoi que ce soit, il dit « La dette n'est pas morte avec lui ». Personne ne répondit. Personne ne bougea. Car chacun savait que Mensa n'était pas venu négocier. Il était venu avertir. Et les avertissements de Mensa n'étaient jamais de 20 mots. Les jours suivants, Nana ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Il comprenait que son père était mort, que c'était définitif, qu'il ne reviendrait pas, que la place de son père était désormais vide d'une façon que rien ne pourrait combler. Il comprenait que sa mère pleurait beaucoup plus qu'avant, d'un autre genre de larmes, plus profondes, de celles qu'une étreinte ne pouvait apaiser. Il comprenait que la maison était devenue plus silencieuse et plus froide, un vide semblant occuper tout l'espace. Mais il ne comprenait pas pourquoi des hommes se présentaient à la porte chaque semaine et parlaient à sa mère à voix basse, s'interrompant dès qu'il entrait dans la pièce. Il ne comprenait pas les disputes que sa mère avait avec sa sœur tard le soir, alors qu'elle le croyait endormi. Il ne comprenait pas ce qu'était une dette. Il ne comprenait pas que ce concept abstrait, ce mot qu'il ne parvenait même pas à prononcer correctement, était sur le point de lui voler toute sa vie d'une manière qu'il lui faudrait des années et des années pour nommer. Un matin, moins d'1 mois après l'enterrement de son père, Mensa revint. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes silencieux et imposants, du genre à intimider sans un mot. Il entra dans la cour sans demander la permission, comme s'il pénétrait dans un lieu qui lui était déjà familier. Il regarda Abena avec cette expression de professionnalisme permanent et dit brutalement, sans préparation, sans se soucier de ce qu'il disait ni à qui il s'adressait, « Tu ne peux pas payer. Alors le garçon travaillera pour moi jusqu'à ce que la dette soit remboursée. » Abena hurla. Elle supplia. Elle se jeta dans les bras de son fils. Elle dit qu'il avait 6 ans, qu'il était un enfant, qu'il y avait d'autres solutions, qu'elle pouvait travailler, qu'elle trouverait une autre solution, n'importe laquelle, qu'il ne pouvait pas faire ça. Mensa écouta tout sans ciller, sans que son expression ne trahisse la moindre pensée.
puis il fit un signe de tête aux 2 hommes derrière lui. Et ils emmenèrent Nana, à 6 ans, arrachée au bras de sa mère. Devant tous les villageois, figés, impassibles. Car au village, chacun savait, qui devait de l'argent devait le payer. D'une manière ou d'une autre. Même si le paiement prenait la forme d'un enfant. Même si l'enfant avait 6 ans. Même si l'enfant hurlait le nom de sa mère tandis qu'on l'emmenait. La maison de Mensa se trouvait de l'autre côté du village. Plus grande que les autres, elle était construite en briques au lieu de torchis. À l'arrière, un cellier imprégné d'une forte odeur de grains et de vieux bois servait de pièce de travail, où étaient entreposés les produits qu'il vendait dans toute la région. Nana arriva là-bas vêtue seulement des vêtements qu'il portait. Sans aucun bien. Sans aucun jouet. Sans rien qui puisse lui rappeler la vie qu'il avait connue 2 heures auparavant. Sans le regarder dans les yeux, Mensa désigna un coin du cellier et dit simplement « Dors ici ». Il n'y avait pas de lit. Un morceau de tissu plié gisait à même le sol de terre battue. Le mur du cellier était froid la nuit, humide au petit matin, et d'une chaleur suffocante en milieu de journée. Aucune fenêtre ne permettait d'aérer. Une odeur de sacs de grains, de poussière accumulée, de vieilles choses laissées à l'abandon flottait dans l'air. Et c'est là, dans ce coin, que Nana allait dormir. Sans savoir encore que ce serait pour des années. Cette première nuit, Nana ne dormit pas. Allongé sur la couverture, il écoutait les bruits de cette maison étrange, des pas lointains, des voix inconnues, les animaux dehors, le vent. Il attendait sa mère. Il attendit des heures. Avec la certitude d'un enfant de 6 ans que c'était une erreur qui allait être réparée, que sa mère apparaîtrait à la porte du débarras, que tout cela n'avait été qu'un énorme et terrible malentendu qui allait enfin se dissiper. Sa mère ne vint pas. La porte ne s'ouvrit pas. Et à un moment qu'il ne put définir, l'épuisement l'emporta sur l'espoir et il s'endormit, le visage baigné de larmes, la main crispée comme s'il tenait quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. La routine commença le lendemain avant l'aube. Quelqu'un donna un léger coup de pied à Nana sous le pied. C'était le signal pour se lever. Pas de bonjour. Pas le temps de se réveiller complètement, de prendre ses repères, de se souvenir où elle était. Le souvenir du lieu lui revint en même temps que le coup de pied, et ensemble c'était trop brutal pour une enfant de 6 ans. Mais il n'y avait pas de place pour ça. D'abord, le travail. Elle transportait des sacs de marchandises d'un bout à l'autre de l'entrepôt. Elle balayait le sol en terre battue qui allait se couvrir de poussière en quelques minutes. Elle allait chercher de l'eau au puits et la rapportait en portant le seau à 2 mains, car l'anse était trop longue pour le poignet d'une enfant de 6 ans. L'eau se répandait en chemin, et quand elle arrivait avec moins que prévu, on la grondait. Elle triait les produits. Elle nettoyait. Elle rangeait. Elle faisait tout ce qu'on lui disait sans poser de questions, car elle avait vite compris que poser des questions avait des conséquences, que demander avait des conséquences, que hésiter avait des conséquences. Il est déchirant de constater à quelle vitesse un enfant seul et sans défense comprend ce qu'est une punition. Nana a appris en quelques jours ce qu'elle n'aurait jamais dû apprendre. La première fois qu'elle demanda quand elle pourrait revoir sa mère, un des hommes de Mensa laissa échapper un rire sec et bref et répondit « Quand la dette sera remboursée ». Nana demanda combien il restait à payer. L'homme rit de nouveau, plus fort, et tourna le dos sans répondre. Personne ne donna jamais de montant. Personne ne présenta jamais de facture. Personne ne dit jamais « Il reste tant, vous partez, vous rentrez à la maison et c'est fini ». Car il n'y avait pas de facture. Il n'y avait que de la servitude déguisée en dette. Les premiers mois furent les plus difficiles d'une manière particulière liée à l'espoir. Bien que Nana espérât encore un changement, le quotidien était empli d'une attente constante qui ne se concrétisait pas et à chaque échec, le poids de cette attente s'intensifiait. Chaque matin, il se réveillait avec une seconde de suspension avant de se souvenir où il était, une seconde où son cerveau n'avait pas encore assimilé l'information et où tout était neutre, puis le souvenir lui revenait comme un poids, et la journée commençait avec ce poids déjà présent. Cette seconde de suspension s'estompa avec le temps. Le cerveau apprenait avant même le réveil complet. Et d'une certaine manière, cet apprentissage était encore plus cruel que le choc initial, car cela signifiait que le corps l'avait accepté comme normal. Abena essaya. Durant les premiers mois, elle se rendit plusieurs fois chez Mensa.
À chaque fois, les hommes à la porte lui dirent qu'elle ne pouvait pas entrer, qu'il n'y avait pas de visiteurs, qu'elle devait partir. Elle tenta de laisser de la nourriture. Elle essaya de laisser un morceau de tissu ayant appartenu à son fils, n'importe quoi qui puisse lui faire comprendre qu'elle était encore là. Rien n'y fit. Une fois, elle resta dehors à crier le nom de son fils d'une voix de plus en plus rauque, jusqu'à ce que les hommes de Mensa l'emmènent de force, ne laissant aucun doute sur ce qui arriverait si elle recommençait. Les voisins témoins de la scène n'intervinrent pas. Car personne ne se mêlait des affaires de Mensa. C'était la règle tacite que tout le village connaissait et que tous avaient choisi de respecter, de peur de devenir la prochaine source de malheur. À l'intérieur de l'entrepôt, Nana ignorait tout de ces tentatives. Elle ne savait pas que sa mère avait crié son nom de l'extérieur. Elle ne savait pas qu'elle était restée trop longtemps devant la porte close avant d'être emmenée de force. Elle ne savait pas qu'elle pleurait pour lui chaque nuit, tout comme lui pleurait pour elle. Le silence qui s'était installé entre eux était imposé par une tierce personne qui n'avait aucun droit de l'imposer. Mais il n'en était pas moins réel. Et un silence réel blesse tout autant, peu importe qui l'a instauré. Avec le temps, Nana apprit à survivre dans un monde qu'il n'avait pas choisi. Il apprit à se faire oublier. Il comprit que moins il attirait l'attention, moins il risquait d'être puni. Que s'il travaillait vite et discrètement, les hommes cesseraient de chercher des raisons de l'humilier. Que s'il restait concentré sur sa tâche lorsque des adultes passaient, il réduirait les risques de recevoir des ordres inutiles ou des remarques cruelles. Que s'il ne pleurait pas devant qui que ce soit, les moqueries sur sa faiblesse cesseraient plus tôt. Que s'il mangeait lentement et sans montrer sa faim, on lui volerait moins dans son assiette. C'étaient de petites règles pratiques, le genre de règles qui ne devraient pas exister pour un enfant, mais qu'il découvrit à force d'essais et d'erreurs, car c'était la seule école à sa disposition. À l'intérieur, tout était différent. À l'intérieur, il conservait ses affaires avec un soin qui s'affinait avec l'âge. Il gardait précieusement la voix de sa mère, comme un objet tangible qu'il pouvait manipuler à sa guise. La façon si particulière dont elle l'appelait pour qu'il rentre avant la nuit. L'odeur du jardin qui s'estompait de mois en mois, telle une photographie surexposée, dont les contours s'éclaircissaient d'abord, puis le centre. L'absence de peur, un état permanent. Car la peur était devenue son oxygène, si omniprésente qu'il oubliait parfois avoir vécu sans elle. Et dans ces moments-là, il cherchait le souvenir du jardin, de la voix, de l'odeur, de ce monde d'avant, si petit et si simple, qu'il n'avait pas su apprécier à sa juste valeur tant qu'il y était. Il y avait un moment de la journée que Nana chérissait presque comme un trésor. C'était en fin d'après-midi, après les travaux les plus pénibles et avant le dîner, lorsqu'il disposait d'un laps de temps de 10 à 20 minutes, selon les jours et l'humeur des hommes. Pendant ce temps, il pouvait se tenir près de l'étroite fenêtre du cellier et regarder dehors sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Il voyait le village fonctionner avec cette normalité qui n'était plus la sienne. Il voyait des femmes revenir du marché. Il voyait des hommes bavarder tranquillement au bord de la route. Il voyait des enfants. Et c'étaient les enfants qu'il observait avec le plus d'attention, avec ce mélange particulier de tristesse et de curiosité qu'il ne parvenait jamais à définir précisément. Des enfants qui revenaient de l'école, cartable sur le dos, avec cette légère fatigue propre à l'apprentissage, non au port de charges lourdes. Des enfants qui jouaient avec cette insouciance propre à l'ignorance des dangers du monde. Des enfants qui couraient pour le simple plaisir de courir, sans but précis, sans raison à expliquer. Nana les observait et se posait des questions. Sans emphase. D'une manière très simple, presque enfantine, ce qu'il était encore au fond de lui malgré une apparence dure. Il se demandait ce que c'était que d'être assis à un pupitre. Ce que c'était que d'avoir un professeur qui explique et s'attend à ce qu'on comprenne, qui pose une question et souhaite vraiment entendre la réponse. Ce que c'était que d'avoir des devoirs, ces choses dont il entendait les enfants se plaindre lorsqu'ils passaient assez près pour qu'ils puissent surprendre leur conversation, et qui lui semblaient un luxe inimaginable. Ce que c'était que d'avoir un problème d'enfant et non celui d'un adulte prisonnier d'un corps qui grandissait sans qu'il ait demandé la permission. Ces questions l'assaillirent jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis quelqu'un l'appelait d'un ton dur, ni colère ni ordre, juste la façon de parler qu'on acquiert quand on traite les gens comme des instruments pendant trop longtemps, et il retournait à son point de départ. Au sac lourd. À la terre aride. Au mur froid la nuit. Mais il emporta les questions avec lui.
Elles ne disparaîtraient pas. Elles étaient ce qu'il avait de plus précieux. À 8 ans, un jour imprévu, Nana aperçut sa mère. Il ramassait du bois à la périphérie du village, une tâche qui l'amenait parfois plus loin que d'habitude, et elle était près du puits. Plus mince qu'il ne s'en souvenait. Avec des yeux plus profonds. Avec des mains qui tremblaient légèrement lorsqu'elles étaient inactives. Ils se fixèrent du regard pendant quelques secondes, incapables de bouger, comme si le moindre mouvement risquait de briser ce fragile lien qui unissait cet instant. Elle fit le premier pas. Elle s'approcha rapidement, s'agenouilla devant lui, prit le visage de son fils entre ses mains et le regarda longuement, sans avoir besoin de mots. Puis, d'une voix devenue plus faible qu'il ne s'en souvenait, elle demanda « Ça va ?» Et Nana, à 8 ans, après 2 ans sans avoir vu sa mère, répondit « Oui, maman. » Un mensonge. Car il avait appris que la vérité blesse parfois plus qu'elle ne protège. Et il ne voulait pas être un fardeau de plus pour elle. Même à 8 ans. Même s'il avait besoin de réconfort. Alors même que c'était lui qui avait besoin de protection et non l'inverse. À 8 ans, il la protégeait déjà. Car c'était la seule façon qu'il avait trouvé de continuer à être un fils, alors que le monde lui avait pris tous les autres. Lors de cette brève rencontre, dans cet instant volé près du puits sous la menace constante de l'apparition d'un habitant de Mensa, il apprit que sa mère était malade. Une maladie qu'elle ne pouvait nommer précisément, mais qui affaiblissait prématurément ses jambes. Qu'elle vivait avec sa sœur. Qu'elle mangeait mal. Qu'elle se reposait autant que son corps le lui demandait, et que son corps réclamait toujours plus. Et cette information resta gravée dans l'esprit de Nana avec une force indélébile. Elle continuait d'agir en lui avec cette constance silencieuse propre aux véritables soucis, contrairement à ceux qui nous distraient. Ceux-ci demeurent en arrière-plan, même lorsqu'on est occupé à autre chose, attendant le moment où l'on s'arrête pour ressurgir avec la même intensité. À partir de ce jour, Nana commença à faire quelque chose que personne ne savait. Chaque soir, une fois les hommes endormis et le silence du cellier devenu lourd et rassurant, il attendait. Il attendait avec la patience de celui qui avait appris que la précipitation est l'ennemi de la discrétion. Il attendait d'être absolument certain que personne d'autre ne se trouvait dans la maison. Alors, il se relevait du linge étendu sur le sol avec la méticulosité de celui qui, à force de répétition, avait perfectionné chaque geste. Il savait exactement quelle lame du plancher ne grincerait pas. Il connaissait le bon rythme. Il savait combien de temps il lui faudrait pour atteindre, sans réveiller personne, le coin du cellier où étaient conservés les restes de nourriture du jour. Des petits morceaux de pain, restes d'un jour où les hommes n'avaient pas faim. Des restes de maïs. Tout ce qui avait une valeur minime, juste assez pour que personne ne s'en aperçoive lors du comptage. Il rassemblait soigneusement le tout dans un vieux morceau de tissu. Il le nouait. Puis, le petit paquet à la main, il sortait dans l'obscurité du petit matin. Il traversait le village en dormant, là où les chiens le reconnaissaient déjà à son odeur et n'aboyaient plus, là où les ombres des maisons de terre dessinaient un chemin qu'il connaissait si bien qu'il pouvait le suivre les yeux fermés. Il atteignait la fenêtre de la maison de la sœur de sa mère. Il déposait soigneusement le paquet sur le rebord, sans faire de bruit, sans réveiller personne, sans laisser la moindre trace de son passage, hormis le paquet lui-même. Et il rentrait en courant avant l'aube. Chaque nuit. Semaine après semaine. Mois après mois. Année après année. Personne ne le savait. La mère savait que la nourriture apparaissait. Sa sœur le savait aussi. Mais toutes deux avaient décidé, sans en parler à voix haute, de ne pas chercher à en trouver la source, car une telle découverte mettrait en danger la personne responsable. Et au fond d'elles, elles savaient toutes deux de qui il s'agissait. Elles se taisaient simplement. C'était un silence protecteur, le genre de silence qu'on instaure autour de quelque chose de trop précieux et de trop fragile pour être exposé. Un enfant traité comme un instrument, dormant à même le sol froid, portant un poids excessif, privé du droit à une alimentation correcte, choisissait d'utiliser ses rares moments de repos pour s'assurer que sa mère mange. Sans attendre de gratitude. Sans rien dire à personne. Sans utiliser cela comme monnaie d'échange. Simplement parce que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour continuer à être un fils, quand le monde lui avait ôté tout le reste. Les années passèrent avec cette cruauté particulière du temps qui file à toute allure quand on ne le souhaite pas, et s'étire lentement quand on voudrait qu'il se termine au plus vite. Nana grandit.
Son corps s'adapta au fardeau imposé, comme tout corps s'adapte lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Ses épaules se raidirent. Ses mains se callusèrent au point que les callosités devinrent sa texture normale. Cette résistance physique n'était pas le fruit de soins, d'une alimentation adéquate ou d'un entraînement, mais celui d'exigences constantes, une manière plus cruelle d'arriver au même résultat. Mais ce corps endurci par l'effort ne s'endurcit pas de la même façon à l'intérieur. Au fond d'elle, Nana continuait de se poser les questions qu'elle avait vues par la fenêtre en fin d'après-midi. Elle continuait de se réveiller au milieu de la nuit, parfois avec l'odeur de son jardin en mémoire, plus diffuse désormais, presque impossible à localiser, mais toujours présente. Elle restait, quelque part où personne ne la voyait, le garçon qui posait des questions sur le ciel, la couleur de la terre et le murmure de la rivière. À 10 ans, il effectuait des travaux d'adulte sans qu'on ait besoin de le lui répéter. À 12 ans, les hommes de Mensa avaient cessé de chercher des raisons de l'humilier, non par respect, mais parce que se moquer de quelqu'un qui ne réagit plus est un travail sans récompense. À 14 ans, Nana était l'employé le plus fiable de Mensa. Il arrivait en avance. Il finissait le premier. Il ne posait pas de questions. Il ne volait pas. Il ne cassait rien. Et c'est là l'ironie, absente de tous les récits de ce genre de situation, car trop difficile à admettre. Il était devenu si compétent dans ce qu'on le forçait à faire que celui-là même qui l'exploitait le considérait comme précieux, une valeur qu'il n'abandonnerait jamais volontairement. La dette n'était plus qu'un prétexte. Il n'y avait pas de compte. Il n'y en avait jamais eu. Il y avait un homme qui avait trouvé le moyen d'avoir du travail gratuit et garanti, et qui n'avait aucune intention d'y renoncer tant que le système fonctionnait. Où irait Nana? Sa mère était malade. Il n'avait pas d'argent. Il ne savait pas lire. Il n'était jamais allé à l'école. Je ne connaissais rien d'autre que ce village et cette routine. Partir où? Avec qui? Mensa le savait. Et il s'en est servi. Il possédait un détail que personne au village ne connaissait. Un détail qui paraît insignifiant, mais qui ne l'est pas. De sa propre initiative, sans que personne ne le lui apprenne ni ne le lui demande, Nana avait commencé à observer les conversations qui se tenaient dans l'atelier de Mensa lorsque les marchands arrivaient. Il restait à proximité, vacant à ses occupations, balayer, ranger les sacs, n'importe quoi qui justifiait sa présence et lui permettait d'écouter. Il écoutait les prix. Il écoutait les négociations. Il écoutait quand Mensa acceptait, quand il refusait, et s'efforçait de comprendre les raisons de ses décisions. Je n'avais pas les mots pour nommer ce que je faisais. J'ignorais même que cela avait un nom. Mais j'apprenais le fonctionnement du commerce de la seule manière dont il disposait, en observant attentivement qui s'y adonnait et en essayant de saisir la logique sous-jacente aux chiffres et aux décisions. Il conservait tout dans une mémoire qui était devenue très performante pour stocker les informations, car c'était le seul espace qui lui appartenait entièrement, un espace où personne ne pouvait entrer, que personne ne pouvait fouiller, que personne ne pouvait prendre. Il y avait aussi autre chose. Un petit caillou lisse qu'il avait trouvé un jour près du puits et qu'il gardait au fond de sa poche. Chaque soir, allongé sur la nappe avant de s'endormir, il prenait le caillou et le caressait du pouce. Il était uniformément lisse, sans début ni fin, apparemment. Et il y avait quelque chose dans ce geste répétitif, dans ce petit objet constant qui n'appartenait qu'à lui, qui l'aidait à organiser son fort intérieur. Ce n'était pas un rituel. Ce n'était pas une superstition. C'était simplement la seule chose au monde qui lui appartenait entièrement, incontestablement, sans la moindre possibilité de contestation. Et cela, aussi insignifiant que cela puisse paraître de l'extérieur, a un poids que seuls ceux qui ne possèdent rien peuvent comprendre. Un après-midi, alors que Nana avait 15 ans, un homme d'un genre différent arriva au village. Le village se trouvait sur une route de passage, et des étrangers s'y aventuraient de temps à autre. Mais cet homme était différent, d'une manière que l'on remarquait avant même qu'on ait le temps de mettre des mots dessus. Différent par sa façon de s'habiller, plus soignée que celle de la plupart des passants. Différent par sa démarche, lente mais déterminée, comme celle de quelqu'un qui sait ce qu'il est venu chercher, mais qui a la patience de ne rien dévoiler avant d'en avoir besoin. Différent par son regard sur les choses, avec une attention qui n'était ni celle d'un touriste, ni celle d'un marchand. C'était l'attention de quelqu'un qui cherche quelque chose de précis, sans encore révéler ce qu'il cherche. Il s'appelait Kwam. Il venait de la ville.
Il travaillait pour une organisation qui enquêtait sur le travail forcé dans les zones rurales reculées, des communautés oubliées où l'éloignement du pouvoir officiel permettait à des pratiques inacceptables de perdurer pendant des années dans l'ombre. Il n'était ni policier, ni fonctionnaire. Il avait consacré sa vie à écouter les histoires que personne ne voulait raconter, et avait développé une patience particulière pour cela, ainsi qu'une capacité à apaiser les craintes des gens afin que la vérité puisse éclater. Quelques semaines auparavant, quelqu'un l'avait approché avec des informations vagues concernant un village de la campagne où un jeune homme travaillait sans salaire depuis son enfance. Kwame était allé enquêter. Il n'arriva pas en faisant des histoires. Il arriva comme un voyageur fatigué, demanda un peu de repos, paya son repas et remercia comme quelqu'un qui avait été bien accueilli. Il engagea la conversation avec les gens, avec la simplicité de quelqu'un qui tut le temps entre deux étapes de son voyage. Avec la femme qui vendait à manger. Avec le vieil homme sous l'arbre. Avec le garçon aux chèvres. Kwame savait par longue expérience que dans des communautés comme celle-ci, les vraies informations ne viennent pas de ceux à qui on les demande directement. Elles viennent en filigrane. De ce que les gens omettent lorsqu'on prononce un nom. Du silence qui s'installe lorsqu'on aborde un sujet que tout le monde connaît, mais que personne n'ose nommer en premier. Lorsqu'il mentionna le nom de Mensa dans sa conversation avec le vieil homme sous l'arbre, le silence qui suivit fut significatif. C'était le silence de quelqu'un qui connaissait intimement le sujet et qui avait choisi de ne pas parler pour des raisons que la vie lui avait apprises. Kwame n'insista pas. Il le remarqua simplement. Il garda le silence pour lui. Et il continua. Le deuxième jour, il se rendit chez Mensa. Il se présenta comme un commerçant intéressé par les affaires, un rôle qu'il maîtrisait parfaitement depuis des années, car c'était le moyen le plus efficace d'accéder à des milieux autrement inaccessibles. Mensa l'accueillit avec l'assurance d'un homme qui n'imagine jamais qu'un étranger puisse venir remettre en question son œuvre. Il lui montra des produits. Ils discutèrent des prix. Il appela des ouvriers pour l'aider pendant leur conversation. C'est ainsi que Kwame vit Nana pour la première fois. Un garçon de 15 ans aux épaules lourdes comme celles de quelqu'un qui avait porté un fardeau toute sa vie, et au regard de quelqu'un qui avait appris à dissimuler ses sentiments avec une efficacité manifestement acquise par des années de pratique. Kwame ne dit rien à ce moment-là. Il mit fin à la conversation. Il partit. Mais une seconde plus tard, croisant Nana dans le couloir de l'entrepôt, il murmura à voix basse, presque en chuchotant, « Je reviendrai demain. » Nana ne répondit pas. Elle ne savait pas qui était cet homme. Mais il y avait quelque chose à cet instant précis, de différent de tous les autres moments de ces 9 dernières années. Parce que cet homme l'avait regardée. Non pas comme un instrument. Non pas comme un fardeau. Elle l'avait regardé comme s'il y avait quelqu'un à voir. Et cela, aussi insignifiant que cela puisse paraître, était suffisamment différent pour que Nana ne puisse pas dormir correctement cette nuit-là. Dans l'obscurité, elle tenait la pierre lisse dans sa main, la caressant du pouce, songeant à ce que cela signifiait d'être ainsi regardée. Kwame revint. Il n'alla pas voir Mensa. Il se rendit chez la sœur de la mère de Nana, qu'il avait rencontrée la veille au matin après une conversation discrète. C'est là, dans une petite pièce embaumant les herbes médicinales et les remèdes de grand-mère qui font tant bien que mal en attendant un vrai médecin, qu'il entendit tout. Abena était allongée. Plus faible qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Une faiblesse qui n'était plus seulement due à la fatigue accumulée. Mais lorsque Kwame lui expliqua qui il était et ce qu'il faisait, elle retrouva des forces que son corps semblait avoir perdues. Elle se redressa lentement. Elle le regarda avec les yeux de celle qui avait passé des années à attendre que quelqu'un pose cette question et qui avait commencé à douter que ce jour arrive un jour. Et elle lui raconta tout. Elle lui parla des funérailles d'Ato. Elle lui parla de l'apparition de Mensa. Elle lui parla de la phrase prononcée à haute voix devant tout le monde. Elle lui parla des semaines qui suivirent. Elle lui parla du jour où ils avaient emmené Nana. Elle lui parla des visites impossibles. Elle lui raconta des années de silence, sans vraiment savoir ce qui arrivait à son fils. Elle évoqua les aliments qui apparaissaient chaque matin sur le rebord de la fenêtre, sachant d'où ils provenaient, et qu'elle ne parlait jamais à voix haute car parler était dangereux. Parfois, elle pleurait, mais elle continuait de parler. Elle avait trop attendu pour s'arrêter maintenant. Puis il dit quelque chose que Kwame n'avait pas anticipé.
Il expliqua qu'Ato avait remboursé une part importante de la dette avant de mourir. Il avait tout abandonné, les animaux, les outils, les économies de plusieurs années de travail. Et il y avait un témoin de cet accord. Un vieil homme qui était présent lorsqu'Ato et Mensa s'étaient assis pour conclure leur dernier accord avant que tout ne prenne fin. Kwam alla trouver le vieil homme. Il le trouva devant sa maison, baigné par le soleil matinal, avec la sérénité de quelqu'un qui n'était plus pressé. Un homme qui portait dans son corps et dans son regard le poids d'un savoir, longtemps resté silencieux par peur et par honte, des sentiments qu'il ne parvenait plus à distinguer lui-même. Lorsque Kwam s'assit près de lui et commença à parler tranquillement, le vieil homme demeura silencieux un long moment, le regard perdu dans l'horizon. Sa respiration était lente. Puis, sans que Kwam ait besoin de formuler la question précisément, il dit « J'étais là ce jour-là ». Et il raconta l'histoire. Il expliqua qu'Ato avait appelé Mensa pour un règlement final la semaine précédant sa mort. Il lui avait remis tous ses biens de valeur. Mensa avait accepté et avait dit que le reste, une petite somme, pourrait être payé en plusieurs versements. Il n'avait jamais été question que son fils travaille. La dette restante était faible, suffisamment faible pour être remboursée en quelques mois de travail honnête, et non en des années de servitude infantile. Le vieil homme avait gardé le silence pendant 9 ans. D'abord par peur. Puis par peur et par honte mêlée, un mélange plus difficile à supporter que chaque sentiment pris séparément. Kwam lui demanda s'il serait prêt à répéter cela devant d'autres personnes. Le vieil homme garda de nouveau le silence pendant un long moment. Puis il dit, d'une voix qui trahissait une décision prise depuis longtemps, mais qu'il fallait lui rappeler, « J'ai 83 ans. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour porter ce fardeau. » Ce qui se passa les jours suivants changea le village. Kwam rassembla soigneusement ses découvertes, puis convoqua une réunion au centre du village. Il ne s'agissait pas d'une décision prise sous l'autorité de Mensa, mais devant toute la communauté, car Kwam savait qu'en des lieux comme celui-ci, la honte publique a un poids que les procédures officielles mettent des décennies à acquérir. Mensa s'y rendit. Il arriva avec son assurance habituelle, la démarche assurée de celui qui ne s'attend pas à être interrogé sur ses propres terres. Kwam commença à parler avec un calme qui, en soi, était une forme d'autorité. Pas d'accusations fracassantes. Pas de discours. Il présenta ses découvertes, la conversation qu'Ato avait eue avec Mensa avant sa mort, la somme versée, le solde restant et l'accord conclu à son sujet, ainsi que le témoignage du vieil homme, assis là devant tous pour la première fois en 9 ans, disant à haute voix ce qu'il avait gardé pour lui. Le village se tut. Un silence inhabituel. Ce n'était pas un silence de peur. C'était le silence de quelqu'un qui fait le point. De quelqu'un qui réalise qu'il savait quelque chose depuis des années, mais qu'il n'avait jamais assemblé les pièces du puzzle ainsi devant tout le monde avec une voix extérieure qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle voyait. Mensa essaya de parler. Il essaya d'évoquer d'autres valeurs, d'autres accords, d'autres variables. Mais sa voix sonna différemment. Elle manquait de sa fermeté habituelle. Car la fermeté découle du pouvoir. Et le pouvoir naît de la conviction que l'on est incontournable. À cet instant, Mensa avait cessé d'être incontournable. Et une fois que cela se produit devant tous, il est très difficile de revenir en arrière. Nana était dans la réserve. Le fils de la vendeuse de nourriture près de l'entrée apparut à la porte et dit « Viens. Il se passe quelque chose en ville qui te concerne. » Nana y alla. Elle atteignit le bord du groupe sans comprendre ce qu'elle voyait. Elle vit Kwam. Elle vit le vieil homme assis devant. Elle vit Mensa avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue en 9 ans. Une expression qu'il lui fallut quelques secondes pour identifier. C'était du malaise. L'expression de quelqu'un habitué à être craint qui réalise soudain que le sol se dérobe sous ses pieds sans qu'il l'ait voulu. Et puis sa mère apparut. Quelqu'un était allé la chercher au début de la réunion. Elle arriva appuyée sur le bras de sa sœur, plus lente, plus voûtée, l'effort de chaque pas visible. Mais lorsqu'elle vit Nana debout au bord du groupe, elle se redressa. Son corps retrouva une force qu'il semblait avoir perdue. Elle lâcha le bras de sa sœur. Elle marcha vers son fils. Elle resta un moment devant lui, silencieuse. Elle le regardait simplement. Avec ce regard qu'il avait gardé en mémoire pendant 9 ans, comme on conserve quelque chose qui pourrait bien être son dernier souvenir.
Et Nana, qui avait appris à ne rien laisser paraître devant personne, qui avait passé des années à ériger un mur de silence si épais qu'il en oubliait parfois l'existence, qui avait appris à tout enfouir au plus profond de lui-même, se mit à pleurer. Sans éclat. Lentement. Silencieusement. Comme quelqu'un qui, enfin, lâche prise après avoir trop longtemps porté un fardeau immense. Et la mère posa ses mains sur le visage de son fils, les mêmes mains qu'il avait fait 9 ans auparavant près du puits et qui tremblaient encore davantage, et les y maintint longtemps tandis que la foule continuait de les entourer, et qu'aucun d'eux n'était plus vraiment à l'intérieur. Mensah a dû rendre des comptes. Pas comme dans les films où l'on cherche une fin simple, nette et satisfaisante. C'était plus lent, plus complexe, plus réel. La communauté lui a tourné le dos d'un seul coup. Et dans les petits villages où l'entraide est reine, ce silence collectif est une forme de justice implacable. Plus personne n'achetait rien chez lui. Plus personne ne travaillait pour lui. Plus personne ne le saluait avec cette émotion teintée de respect et de crainte. Le pouvoir de Mensah reposait sur l'argent et la peur. La peur s'est évaporée cet après-midi-là. Sans la peur pour asseoir son pouvoir, l'argent s'est tari. Lentement. Mais inéluctablement. Cette semaine-là, Nana retourna chez sa mère. Une petite maison. Sol en terre battue. Mur de boue. Exactement ce qu'on lui avait pris 9 ans plus tôt, quand il avait 6 ans et qu'il ignorait encore que la vie pouvait tout emporter d'un coup, sans raison apparente. Il resta un instant sur le seuil, le regard fixé à l'intérieur. Sur la casserole sur le feu. Sur la couverture, dans un coin. Sur la lumière qui filtrait par la fenêtre. Sur cette odeur qui lui était si familière, une odeur qui s'était effacée de sa mémoire et qui revenait maintenant avec une clarté inattendue. Il entra. Elle s'assit par terre près de sa mère. Et tous deux restèrent silencieux un instant qui n'avait pas besoin d'être comblé. Ce genre de silence où l'on possède déjà tout ce dont on a besoin. Dans sa main, dans sa poche, la même pierre lisse qu'avant. La seule chose qui lui avait toujours appartenu. Toujours là. Les jours suivants, Kwame parla longuement avec Nana. Il voulait savoir ce qu'il comptait faire désormais. Nana mit du temps à répondre. Non pas qu'il ne le sache pas, mais parce qu'on ne lui avait jamais permis de désirer. Et quand on passe des années sans cette permission, le désir s'engourdit, devient difficile d'accès, se recouvre de carapace érigée pour ne pas souffrir du fossé entre ce qu'on veut et ce qu'on possède. Après un silence que Kwame laissa s'installer sans précipitation, Nana dit « Je voulais apprendre à lire. » C'est tout. À 15 ans, après 9 années de servitude et des nuits passées à traverser le village dans l'obscurité, à poser des questions en regardant par la fenêtre de l'entrepôt. Le plus grand rêve qui avait survécu était celui-ci. Kwame est retourné en ville. Avant de partir, il a donné le nom d'une école proposant un programme pour les jeunes en difficulté. Il a laissé les coordonnées de personnes pouvant aider Abena pour sa santé. Il a laissé de l'argent pour quelques mois. Et il a laissé une phrase que Nana s'est répétée maintes fois par la suite à différents moments, avec des significations qui évoluaient au fil de ses propres transformations. Ce qu'ils t'ont fait est un crime. Mais ce que tu feras désormais est un choix. Nana est allé à l'école à 15 ans, dans une classe avec des enfants plus jeunes. Il s'est assis à un bureau pour la première fois. Il a tenu un crayon pour la première fois. Il a ouvert un cahier pour la première fois, avec cette odeur si particulière de cahier neuf qu'il avait vu des enfants trimballer dans les rues du village pendant des années, depuis la fenêtre de l'entrepôt. Les premiers jours furent étranges d'une manière inattendue. Ce n'était pas seulement difficile à cause du contenu, même si celui-ci l'était aussi. C'était difficile parce que son corps ne savait pas quoi faire quand il n'y avait pas de poids à porter, quand il n'y avait pas d'ordre avant de réfléchir, quand l'adulte devant la classe enseignait et ne donnait pas d'ordre. Cette différence, qui paraît évidente de l'extérieur, a mis des semaines à faire sens pour lui. Son épaule a mis du temps à se détendre, elle qui était restée en position défensive pendant des années. Sa mâchoire a mis du temps à relâcher la tension constante. Ses yeux ont mis du temps à cesser de scruter la porte, attendant que quelqu'un entre avec un nouvel ordre. Mais tout a fini par céder. Petit à petit. Semaine après semaine. Tout a fini par céder. Apprendre à lire avait été la chose la plus difficile et la plus belle qu'il ait jamais faite. La première fois qu'il lut une phrase entière seul, il la fixa longuement,
ce qui intrigue l'institutrice, mais elle ne l'interrompit pas. Une phrase simple. Sur le soleil qui se lève chaque jour. Il l'a lue 3 fois. Non pas qu'il ne l'ait pas comprise, mais parce qu'il l'avait trop bien comprise, car dans cette simple phrase résidait quelque chose d'indéfinissable, mais qu'il ressentait avec une clarté qui dépassait toute explication. Le soleil se lève chaque jour. Peu importe ce qui s'est passé la veille. Peu importe ce qui a été perdu. Le soleil se lève toujours de la même façon. Abena mourut 2 ans plus tard. Nana avait 17 ans. Elle vécut assez longtemps pour voir son fils à l'école, son sac à dos sur les épaules. Assez longtemps pour l'entendre lire à voix haute pendant qu'elle se reposait. Assez longtemps pour lui tenir la main une dernière fois, sans que l'un ni l'autre n'ait à feindre d'aller bien, sans que l'un ni l'autre n'ait à mentir sur son état pour la première fois depuis longtemps, capables d'être sincères ensemble. Le jour des funérailles, Nana ne pleura pas dehors. Elle pleura en silence, comme toujours, d'une douleur trop vive pour contenir des larmes visibles. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il y avait la phrase de Kwame qui était restée gravée dans sa mémoire. « Ce que tu feras désormais est un choix. » Et il y avait ce caillou lisse dans sa poche, toujours dans sa poche, qu'elle caressait du pouce dans l'obscurité en attendant le sommeil. Et il y avait, pour la première fois, le sentiment qu'il était possible de porter cette douleur. Pas facile. Mais possible. Parce qu'elle avait passé 2 ans à apprendre qu'il était possible de choisir ce qu'on allait faire du poids que la vie décidait de faire peser sur les épaules de quelqu'un. Aujourd'hui, Nana a 23 ans. Il travaille pour la même organisation que Kwame. Il se rend dans des villages reculés et oubliés. Il s'assoit avec les communautés. Il écoute les histoires que personne ne veut raconter. Il pose les questions auxquelles personne ne veut répondre. Il possède une patience innée, forgée par la vie à un prix élevé, mais qui ne l'a jamais quitté. Il a une présence qui émane de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière, du côté de ceux qui ont besoin que quelqu'un pose la bonne question. Il n'est pas devenu riche. Il n'est pas devenu célèbre. Mais un jour, dans un autre village, dans une autre situation, il a vu un enfant porter un poids trop lourd pour son corps. Et il est allé vers elle. Sans bruit. Sans cérémonie. Il est simplement allé vers elle. Il s'est assis à côté d'elle. Il a sorti de sa poche la pierre lisse qu'il avait conservée pendant 9 ans dans l'entrepôt de Mensa, et l'a déposée dans la main de l'enfant. L'enfant l'a regardée, sans comprendre. Nana a dit, « Garde-la. Elle est à toi maintenant. » Puis il a dit, « Dites-moi. » Un jour, Kwame demanda à Nana ce qu'elle avait gardé de tout cela, ce qui restait une fois que tout fut terminé. Il réfléchit un instant avant de répondre. Puis il dit, « J'ai appris que la personne qui prend soin des autres quand personne d'autre ne le fait est la plus forte qui soit. Mais elle ne le sait pas. Personne ne le lui a jamais dit. » Il regarda ensuite l'horizon comme il regardait par la fenêtre de l'entrepôt à l'âge de 8 ans et ajouta plus lentement, « J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Cela aurait été plus facile à supporter. » Cette histoire est vraie au sens le plus profond du terme. Non pas qu'elle se soit déroulée exactement ainsi avec ces noms dans ce village. Mais parce qu'elle existe. Elle existe maintenant, tandis que vous terminez de l'écouter. Elle existe dans des lieux que vous ne visiterez jamais, dans des histoires qui ne vous parviendront jamais si personne ne s'arrête pour les raconter. Des enfants qui portent des dettes qui ne sont pas les leurs. Des enfants qui apprennent à se faire invisibles pour survivre. Des enfants qui prennent soin des plus démunis, même quand personne ne prend soin d'eux. Des enfants qui traversent le village dans l'obscurité de l'aube, un petit paquet à la main, car c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour continuer à être des enfants quand le monde leur a enlevé tous les autres. Des enfants dont le plus grand rêve tient en une simple phrase, « Je voulais apprendre à lire ». Des histoires qu'il faut raconter, non pas parce qu'elles résoudront tous les problèmes d'un coup, mais parce que lorsqu'une histoire comme celle-ci vous touche profondément, quelque chose en vous change. Et les personnes qui changent intérieurement changent parfois aussi les choses autour d'elles. Et parfois cela suffit pour qu'un enfant dans un entrepôt sombre n'ait pas à attendre 9 ans que quelqu'un apparaisse avec la bonne question. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous êtes resté, si vous avez écouté jusqu'au bout, faites-moi une faveur, abonnez-vous à la chaîne. Nous essayons d'atteindre 1000 abonnés, et chaque personne qui s'abonne recevra des histoires comme celle-ci. Des histoires que le monde préfère taire.
Des histoires qui tombent dans l'oubli si personne ne les écoute, si personne ne les raconte. Abonnez-vous maintenant. Activez les notifications. Et revenez la semaine prochaine. Car de nombreuses autres histoires vous attendent.